Bonjour à tous, bonjour à tous. Oui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Yes, c'est officiel, mesdames et messieurs. C'est officiel, c'est officiel. Oui, la nouvelle est tombée il y a quelques instants seulement. Janvier fini aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, c'est Matin Bonheur. Très heureux de vous réveiller, de savoir que vous avez choisi RT1 pour vous réveiller. Oui, on a trop souffert. Pendant 3 mois, on a vécu le mois de janvier. Enfin, le mois de janvier nous dit au revoir aujourd'hui. N'est-ce pas, Alix? Bonjour. Bonjour, bonjour Marco. Vous n'imaginez pas ce qui se passait dans ce studio-là. Toutes les personnes en face de nous, ils ont en tout cas retenu leur souffle. Ils se sont dit, ah, quelle nouvelle encore. Ben oui, c'est une belle nouvelle. Janvier se termine aujourd'hui avec beaucoup de joie. On vous retrouve. Et puis voilà, on démarre ensemble cette nouvelle journée. Une nouvelle journée ponctuée par la santé de mise. Vous le savez, tous les jeudis. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très habituel, hein, qui mine de rien, hein, on va dire ça comme ça, à la société. C'est la sinusite, diagnostic et traitement, avec vraiment des personnes qui font honneur à la Côte d'Ivoire par leur manière de traiter cette pathologie-là. On va parler avec le docteur Bini, les chercheurs. Vraiment, il nous parlera de tout sur la sinusite, les origines lointaines et les origines immédiates. Même pas que, on aura aussi aujourd'hui à parler de développement durable. Cédric Lombardo ne sera pas avec nous, mais on a un invité de taille qui nous parlera bien sûr des fluctuations du temps. En l'occurrence, il est chef de service prévision générale et météo marine de la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique, météo. Vous l'aurez compris, la Sodexam. Le thème, les prévisions météorologiques. Et fin de la Martan. C'est bientôt la Martan, voilà. Et puis aussi, on aura nos parrains de l'ANAGED qui viendront nous parler bien sûr de tout ce qui rythme les méandres, hein, de la lutte contre tout ce qui n'est pas propre, hein, dans notre environnement, au niveau de notre capital économique, et plus si affinité. On va en parler, et puis on aura de très bonnes choses tout au long de cette émission. On aura bien sûr des surprises, de petites surprises, comme ça, de pépites, hein, avec le no comment. Mais aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2019. Hein. On va le dire, le redit, ça fait bizarre, hein, ça fait bien de le dire. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2019. Ça veut dire que demain, si Dieu nous prête vie, on sera plus en janvier, on sera en février. Enfin, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Aujourd'hui, nous fêtons les prénommés Marcel. Voilà, Marcel et Nikita, c'est votre fête. Et pas que, il y a plein d'anniversaires encore en ce jour, notamment des Stéphanie. Donc, joyeux anniversaire à des Stéphanie du côté de Yamoussoukro, pourquoi pas. Voilà. Et puis il y a Marcel, il y a Nikita. Il y a Marcel et Nikita aujourd'hui pour l'appel. Ça vous dit quelque chose, Nikita? Elton John, oui. Elle chante bien, hein. Championne de Benjaville, karaoké, toute tendance confondue. Ah bon? Chante bien. On a quitté. Vous savez, on va faire un truc un jour, vous allez voir comment elle chante bien. Allez, 31 janvier 1981, Justin Timberlake, lui aussi, fête 1 an de plus finalement. Il prend de l'âge, hein, il prend de l'âge, hein. On a connu tout jeune à ses débuts, bien sûr. Né Justin Randall Timberlake, chanteur pop américain, compositeur, producteur, danseur et acteur très élégant. C'est à cause de lui que je me suis mis en 3 pièces, parce que c'est son style, ça, 3 pièces. Il aime et les ça 3 vous pièces. va bien, en tout cas. Merci beaucoup. J'essaie timidement de faire comme lui, même si je sais qu'on est à des années-lumière. Ensuite, un 31 janvier 1979, Brahim Alsoum, boxeur professionnel français d'origine algérienne. Il est champion olympique à Sydney en 2000 et champion du monde au WBA en décembre 2007. Voilà. Et puis, ils nous ont quittés malheureusement un 31 janvier. C'est en 1992 précisément pour Willie Dixon, chanteur de blues américain, qui est d'ailleurs né le 1er juillet 1915. Chacune de ses compositions était frappée du sceau de la poésie, du blues, de la mélancolie. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on pense à toute sa discographie. 1944, Alix. Jean Giraudoux, dramaturge français. Il est né un 29 octobre 1882. Il nous a quittés donc un 31 janvier 1944. Voilà, personnage citation très du jour, ma très chère Alix. Pythagore. Pythagore, vous connaissez Pythagore, astronome, mathématicien, philosophe, scientifique. Et il a dit, j'aime bien cela, un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Wow, c'est trop magnifique. Joli, ça. C'est trop joli, ça. Ouais. Et une bonne pensée à tous nos enfants qui nous suivent, qui nous accompagnent, nous Une supportent. grande pensée pour Kétia, ouais, qui en fait un gros bisou qu'on aime de tout cœur. De l'Hexagone. Oui, ok. Un jour, on se retrouvera et on ne se quittera plus. Allez, on a aussi cette citation, qui parle, sème, qui écoute, récolte.
Voilà, on va écouter religieusement celui qui vient maintenant. Il s'appelle Régis Koufi, il n'était pas avec nous hier, il nous a fait faux bon, mais pour la bonne cause, on le retrouve avec beaucoup de plaisir. C'est le flash du matin bonheur. La bonne nouvelle, c'est que janvier est fini aujourd'hui. Bonjour Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité consacré à la nation. La Côte d'Ivoire se dote de nouveaux codes forestiers. Il a été adopté hier en Conseil des ministres par le gouvernement. Le Conseil a également traité des questions de procédure d'acquisition des livres et du schéma directeur du Grand Abidjan. Un conseil présidé par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Présentation de vœux des épouses des présidents d'institutions et ambassadrices à la première dame de Côte d'Ivoire. Une occasion pour saluer les actions engagées par Dominique Ouattara en faveur des femmes du pays et plus précisément pour l'épanouissement du couple mère-enfant. En 2018, 713 milliards de francs CFA ont été réinjectés dans l'économie de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, avec aussi une amélioration des indices de liquidité et de rentabilité. Des annonces faites par le directeur général de la BRVM. On en sait davantage avec Francis Boifo. Malgré le contexte général de la baisse des indices composites des bourses africaines due aux tensions commerciales internationales et l'instabilité des pays, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM se porte bien. Cette année, nous avons eu une offre publique de vente de 56,9 milliards, qui est la plus importante jamais réalisée sur notre marché depuis sa création. Cela montre bien que les émetteurs s'intéressent encore à notre marché. Le marché des obligations a connu une forte progression avec un niveau de capitalisation qui se situe aujourd'hui à 3 400 milliards, ce qui se rapproche du marché des actions avec 9 nouvelles introductions d'emprunts obligataires pour un montant de 834 milliards de francs CFA. En 2018, c'est plus de 713 milliards de francs CFA réinjectés dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à travers des remboursements d'obligations cotées et non cotées, des dividendes et intérêts. On note aussi une amélioration des indices de rentabilité et de liquidité. Nous sommes partis d'un niveau de liquidité de 5% en 2012. Nous sommes aujourd'hui à 11%. L'objectif, c'est de permettre aux petits porteurs de rentrer et de sortir à tout moment du marché sans avoir à attendre plusieurs séances de cotation avant de trouver une contrepartie. Voilà qui devrait inciter les opérateurs économiques, les petites et moyennes entreprises PME et les particuliers à investir à travers le marché boursier. Cette année, les responsables de la BRVM comptent renforcer les mécanismes de surveillance des transactions, l'offre de services aux sociétés non cotées, ainsi que la digitalisation des procédures du dépositaire central et de la banque de règlement. La troisième session de formation des acteurs de contrôle de l'inspection générale d'État et des inspecteurs des inspections générales des ministères a ouvert ses portes ce début de semaine à Abidjan sur le thème « Pratique du calcul des coûts au service de l'audit, technique et mise en œuvre ». L'objectif est de faire des inspecteurs et auditeurs un outil essentiel en matière du contrôle d'État et de gouvernance. La gendarmerie nationale au Nord s'est promue au titre de l'année 2019. Tous grades confondus, leurs galons ont été arrosés par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Abou Sanogo. 2018 a été pour la gendarmerie nationale marqué par une amélioration des conditions de vie et de travail des gendarmes, notamment la construction du mess de l'école de gendarmerie de Torogui, la réhabilitation en cours de la caserne d'Agban. Une année avec beaucoup de rendez-vous et objectifs, dont la sécurisation des élections couplées municipales et régionales, les missions de sécurisation du territoire national et les opérations de sécurisation des fêtes de fin d'année. Mais d'autres défis attendent d'être relevés. Le défi majeur qui reste à relever est la lutte contre les coupeurs de route, dont l'action néfaste sur la vie et la tranquillité des populations a considérablement plombé nos actions et quelque peu écorné notre image. Une rencontre en ce début d'année
pour honorer les officiers et sous-officiers promus au grade supérieur au titre de l'année 2019. 80 gendarmes au total ont savouré leur nouveau galon, comme l'exige la tradition dans les armées, avec l'arrosage fait par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade, Alexandre Apalo-Touré, qui les a par la suite invités au travail et à la loyauté. Je compte encore sur vous pour que, ensemble, nous soyons équipe. Nous formions une vaillante équipe depuis le commandant supérieur de la gendarmerie nationale jusqu'à l'élève sous-officier. Chez moi, c'est tolérance zéro. Je dis bien tolérance zéro. Quand il s'agit des gendarmes qui vont contre la loi, quand il s'agit des gendarmes qui vont contre la République. 17 gendarmes admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été célébrés pour le travail qu'ils ont accompli pendant plus de 30 ans au service du pays. Par ailleurs, la gendarmerie nationale, reconnaissant les mérites des meilleurs de ces hommes, leur a remis des diplômes. Pour l'année 2019, la gendarmerie nationale totalise 2918 promus, dont 137 officiers et 2781 sous-officiers. On termine en santé. La Fédération mondiale de l'hémophilie a permis à de potentiels porteurs de cette maladie héréditaire de la coagulation de bénéficier d'injections préventives et de traitements pour améliorer leur qualité de vie. Cela grâce à une expérience de jumelage entre la Côte d'Ivoire et la Belgique depuis 2014. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci Régis. Merci Régis. C'est bon les 50 pompes? Comment? Ce matin, les 50 pompes? Oui, non. Les 50 pompes, j'ai arrêté, je commence à marcher maintenant. Régis, arrêtez de nous mystifier. Franchement. Non, finalement, non. Je marche maintenant, non, parce qu'en fait, non, quand tu fais les pompes, c'est le haut du corps commence à se gaber là, donc... En tout cas, Il faut uniformiser. Voilà, voilà, justement. D'accord. Vous avez bonne mine en tout cas, vous avez un ventre bien plat. Mais vous toujours faire des efforts pour arriver au niveau du ventre que moi j'ai, parce que moi j'ai des rondelles de chocolat et non des plaquettes. Et pour avoir des plaquettes, ça tombe bien, on peut travailler la taille, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, il faut surtout travailler la taille pour obtenir des tablettes de chocolat et non des rondelles. Donc, messieurs, en tout cas, l'information est axée vers vous, mais les dames aussi, c'est bien d'avoir un ventre plat avec un bon collant, c'est joli. Coach Cyril Niamke pour vous servir. Alors aujourd'hui, on va travailler la taille avec 3 exercices, 3 petits exercices pour 10 répétitions. On va les répéter 3 fois. On n'a pas forcément besoin d'un tapis, juste le poids du corps. Et vous pouvez même faire l'exercice au sol. Ce qu'on va faire au sol ou celui qu'on va faire au sol, vous pouvez le faire au sol sans avoir forcément besoin d'un tapis. Premier exercice, on va juste mettre les doigts au niveau des tempes. D'accord, comme ceci, on redresse les coudes. On va envoyer le genou gauche vers le coude droit et alterner le mouvement. 5, 4, 3, 2, 1, position bien droite, abdos bien gainés. On fait une petite rotation, on vide l'air, on expire et on alterne. Mouvement très simple, deux côtés compte pour une répétition. Allez, go. 1. N'oubliez pas d'expirer, de faire une bonne rotation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, parfait. Deuxième exercice, toujours les mains au niveau des tempes. On va descendre légèrement en squat. Donc vous prenez appui avec toute la surface du pied, le dos bien droit, genou vers l'extérieur, jambes légèrement fléchies. On va envoyer les coudes au niveau des hanches et alterner. Toujours 10 répétitions. 5, 4, 3, 2, 1 avec moi. Allez. 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 10, parfait. Dernier exercice, le troisième. Alors au sol, on va se mettre en position de pompe. Monter le bassin, donc monter les fesses. Essayez de toucher le pied opposé à la main. Revenir en position de pompe et changer de position, changer de côté. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1, on repart. Go! Avec moi. 1. N'oubliez pas d'expirer à chaque fois que vous faites un effort. 2. 5. Cherchez le pied. 6. 7.
8, 9 et 10. Première série d'exercices terminée. Je transpire déjà. Allez, on va pour la deuxième série. Le même principe, les mêmes exercices. Les mains au niveau des tempes pour le premier. Genou au niveau du coude opposé. On part ensemble, allez go. 1, 2, cherchez le genou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, parfait. Le deuxième exercice, j'espère que vous n'avez pas oublié, on fléchit légèrement les jambes, genoux vers l'extérieur, les mains au niveau des coudes, les mains au niveau des tempes, pardon. On touche, on essaie de toucher, d'accord, la naissance des fesses et on alterne. 5, 4, 3, 2, 1, on fléchit, allez go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, parfait. Ça ressemble un peu à une danse, mais bon, ça arrive vraiment. Faites-moi confiance. Position de pompe. Troisième exercice, le même principe. Allez, go. Super, on part pour le dernier circuit. Encore une dernière fois avec moi. Allez, les mains au niveau des tempes une dernière fois. Cette fois-ci, on va aller vers l'extérieur. On va changer un peu vers l'extérieur. Et on expire, d'accord? On va alterner ça. Donc, on part maintenant du même côté. 5, 4, 3, 2, les mains au niveau des tempes toujours. Avec moi. Allez, 1, 2. Les deux côtés comptent toujours pour 1, 3. Parfait. On descend automatiquement, on enchaîne, allez go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'oubliez pas de respirer. 9 et 10, parfait. Dernier exercice. Pour 10 répétitions, toujours position de pompe, vous êtes bien stable sur vos appuis. On touche le côté opposé, on se redresse et on revient. 1. Parfait. J'ai la taille en feu. Et s'entraîner, c'est toujours un bon moyen de commencer la journée. N'oubliez pas de prendre votre petit déjeuner. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ah pardon, je passe un coucou à Marco et Alix. Je les attends toujours sur le plateau. Il faut qu'on s'entraîne ensemble un jour au moins. Au revoir, prenez soin de vous. Merci beaucoup, coach Cyril Nyamke. Il est 6h13 à Abidjan et 7h13, mesdames et messieurs, du côté de Candévier. C'est au cœur de Porto Novo, au Bénin. Là-bas, on nous regarde également, à l'instar de toute l'Afrique qui nous regarde avec beaucoup de plaisir. C'est bon de choisir Matin Bonheur et RTI 1 pour vous réveiller. La suite de cette émission, Alix, où est-ce qu'on va maintenant? Ah, ben ça tombe bien, vous parlez de mouvement, mais on part sur nos voies. Point route. Vous aimez les mouvements. Ok, on y va. Premier mouvement, mesdames et messieurs, du côté du boulevard Lagunaire. Magnifique vue de ce côté d'Abidjan-là. Ah, beaucoup de l'affluence à cette heure-là. C'est le mois de janvier. En fait, c'est parce que janvier finit. Ils sont de célébrer janvier comme ça. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Demain, c'est février. Février, c'est un peu de dépense encore. Pourquoi? Saint-Valentin. Ah là là. Ça existe encore cette fête-là? Mais oui, toujours. Ça va perdurer, demeurer encore. On va insister, ne vous inquiétez pas. On part sur notre voie, c'est le boulevard Latry, dans la commune de Cocody, de Plateau précisément. Voilà, ça va. Le matin est très très jeune, on n'a pas encore le soleil qui pointe son nez, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. C'est un boulevard, je disais, qui traverse donc plusieurs quartiers de la commune et qui vraiment est très fréquenté. Et nous mène directement ici à la RTI. Qui passe devant la RTI. Le pont de Gaulle, nous sommes au garde à vous avec de belles lumières. Les drapeaux, tout ça ont disparu. Hein. On sent que tout est dégagé maintenant pour qu'on puisse voir. On avait un petit drapeau rouge là, mais là, ce n'est plus là. Oui. Le de Gaulle est magnifique avec les Ivoiriens qui se réveillent tout doucement. Voilà. Ça va, tout se passe bien.
Actualisation plus tard sûrement, et puis on verra avec Christelle Akoussa. Mais entre-temps, c'est entrepreneuriat maintenant. On parle de la conduite du changement, comment rester dans l'air du temps et puis épouser ce qui est nécessaire pour faire croître toujours son entreprise. C'est entrepreneuriat avec la coach Ina Mariam, n'est-ce pas? C'est ça? Oui. Bonjour coach. Elle est master coach corporate et live coaching. En tout cas, plein de cordes à son arc. Elle nous instruit chaque mercredi et jeudi. On a un jingle? La conduite du changement, coach Ina, bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment l'un des visages qu'on aura beaucoup vu en ce mois de janvier, en ce début d'année, mais avec beaucoup de plaisir. Ben oui. On a échangé sur beaucoup de thèmes assez intéressants. Les Ivoiriens, donc, par leur réaction dans les différents canaux, apprécient vraiment vos passages. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a l'occasion de vous avoir aujourd'hui pour parler de la conduite du changement. La conduite du changement, qu'est-ce que ça implique? Définition des termes. La conduite du changement est un accompagnement des organisations quand il y a changement, modification. Ça peut être modification fonctionnelle, structurelle, ça peut être un changement de marque, ça peut être un changement d'écosystème, ça peut juste être une numérisation des systèmes informatiques qui va induire de nouvelles manières de faire, de nouvelles procédures. Et pourquoi on accompagne le changement? Parce qu'on a remarqué quand il y a situation de changement, il y a panique, il y a résistance. Alors les humains ont besoin à ce moment d'être rassurés et les spécialistes viennent d'abord leur passer l'information, les rassurer et les aider pour que ce changement s'opère dans les meilleures conditions. Alors, sur tout le processus, comment se mène ce changement au sein d'une structure, d'une entreprise? Est-ce qu'on peut lister ce processus-là? On peut plus ou moins lister. L'idée d'abord, c'est de donner l'information. Donc, en cas de changement, informer très vite les acteurs. Donc, les acteurs, notamment les collaborateurs de l'organisation, qu'ils aient l'information au plus tôt et que les rumeurs ne devancent pas l'information. Ah oui. Ensuite, exactement, c'est très, très important. Ensuite, les impliquer quelque part dans le processus et les rassurer. Parce que, voilà, la panique. Exactement, il y a de nouvelles procédures qui viennent. Aujourd'hui, je suis à ma place. Demain, est-ce que je serai à ma place? Vous vous rappelez, quand il y a eu les premières vagues d'informatisation dans les entreprises, certains employés se sont retrouvés complètement largués. Oui, parce qu'à un certain âge, ils se disent, je ne peux pas prendre l'ordinateur. Donc, voilà. Et là, ça revient encore parce qu'il y a une forte numérisation des gouvernements, ainsi de suite. Ça fait de la résistance. Ensuite, il y a toutes les vagues de vente d'entreprises, de nouvelles marques qui amènent aussi leur vague d'inquiétude. On se dit, la nouvelle marque vient, est-ce qu'on voudra de moi? Est-ce que je serai bien? Donc, beaucoup rassurer, beaucoup rassurer. Ensuite, les impliquer vraiment dans la mise en œuvre. Ensuite, souvent, on est obligé de faire des formations parce que voilà, la nouvelle procédure va demander de nouvelles façons de faire. Donc, voilà, il y a un renforcement de capacité. Les gens ont besoin de se sentir à la hauteur. Donc, leur donner les outils pour qu'ils puissent se sentir à la hauteur. Et enfin, leur faire rêver de la nouvelle situation. Donc, que ce ne soit pas de l'inquiétude, mais que ce soit du rêve, qu'on se dise, voilà vos bénéfices, voilà ce que vous allez avoir. Vous avez des inquiétudes parce que ça peut mal se passer, mais on vous rassure, voilà aussi ce que ça peut vous amener comme avantage. À l'origine, l'Africain, hein, en particulier, l'homme en général, on a peur du changement parce qu'on ne le connaît pas, on ne l'appréhende pas. Donc, ce que vous dites est très important parce que l'information est la clé, au fait. Exactement. Information is the key, comme disent les anglo-saxons. L'information est la clé. Tout le monde a peur du changement. Parce qu'on est toujours dans une zone de confort qu'on se crée. Et à partir du moment où il y a un changement, il faut trouver de nouvelles solutions. Et ce n'est jamais dans le confort. Et donc, il faut l'accompagner et surtout... Il faut l'accepter d'abord. Il faut l'accepter, l'accompagner, mais aussi voir qu'est-ce que j'y gagne. Et c'est surtout de faire miroiter ce futur qui peut être meilleur, parce que justement, s'il y a changement, c'est parce qu'on veut quelque chose de nouveau. Donc, faire partager ce rêve-là avec les employés de l'organisation est un préalable également. Alors, le changement qui intervient dans une structure, comme elle doit s'opérer, ce n'est pas de manière brutale. Le processus, il peut prendre combien de temps? Le processus va prendre entre 6 mois et 1 an. Le processus va prendre entre 6 mois et 1 an, selon le type de résistance, exactement. Selon la cartographie, selon la nomenclature de la structure. Exactement. Mais dans les 6 mois à 1 an, disons vraiment une grande période avant le changement. Donc, préparer le changement
opérer le changement et l'accompagner pendant sa mise en œuvre. Donc, il y a une différence entre le changement qui est brutal, inattendu, et le changement qui est progressif, qui est su d'avance. Forcément. Je vous donne un exemple. Une entreprise change de marque. C'est prévu à l'avance. On peut prendre des dispositions. On va informatiser, on va numériser tout le système. C'est prévu, on peut. Mais brutalement, on a, par exemple, un attentat. Un attentat va changer tout l'écosystème commercial d'une zone. Et ça, ce n'est pas prévu. Et là, forcément, on n'allait pas le préparer. Mais il faut réagir, il faut accompagner les gens. Parce qu'ils vont se retrouver dans un nouveau système, s'adapter et trouver de nouvelles manières de faire. Par exemple, il y a des villes dans lesquelles les touristes ne viennent plus. Et c'est parce que, justement, les gens sont résistants au changement, parfois, que les choses ne se passent pas bien. Dans ce genre de contexte, il faudrait les aider à mettre d'autres systèmes de vente en marche. Et donc, quand ce n'est pas prévu, c'est encore plus... C'est un choc. C'est un choc. Mais comment les accompagner toujours, malgré tout, les rassurer et leur dire de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme nouvelle procédure. Et pratiquement au sein de l'entreprise, à qui incombe cette, on va dire, ce déploiement progressif de changement, d'appréhension? Aux spécialistes de la conduite du changement, moi j'en suis par exemple une, je suis spécialiste de la conduite du changement. Est-ce que c'est pas un travail collégial? Maintenant, bien sûr, mais maintenant c'est accompagné par les managers de la structure et des personnes clés qui seront choisies, donc qui vont nous aider à implémenter la procédure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des hommes de changement. À la fin, au final, ce n'est pas un travail collégial. Forcément. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dévolu à cette tâche de façon... Parce que c'est la formation, mais au sein de l'entreprise, on va s'appuyer sur des pools et des agents de changement. Je prends le cas d'un naming, par exemple. D'un naming, l'entreprise doit changer de nom. Ça se prépare sur plusieurs moments, mais celui qui est chargé, par exemple, de l'identité visuelle de l'entreprise ne va pas travailler seul. Il va travailler, par exemple, avec le sociologue, les psychologues, des gens de l'entreprise, les gens de l'échelle -1, pour que tout le monde puisse être en adéquation avec ce changement de nom, par exemple. Exactement. Il y a ceux qui vont travailler sur la nouvelle image, mais il y a le service communication interne qui va beaucoup nous aider aussi à intervenir pour l'information et canaliser surtout les managers également. Canaliser l'information. Oui, pour pas qu'il y ait de fuite des fois. Exactement. Rassurer, partager. Et ensuite, voilà, les choses se passent beaucoup mieux ensuite. Ça rejoint ce que vous dites toujours, la vision. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait la vision du changement. Il faut que tout le monde intègre cette vision du changement dans l'entreprise. Exactement. Et donc, dans la procédure, c'est ce que je vous disais tantôt, il est très important de faire rêver les gens de la nouvelle situation. Et souvent, c'est plutôt le contraire qui se passe. Il y a une nouvelle marque, c'est la panique. Alors, on a une procédure qui les amène à voir cette nouvelle procédure, cette nouvelle situation comme quelque chose d'excitant, d'intéressant, de motivant. Et quand il y a déjà cet état d'esprit, en général, les choses se passent bien. Donc, il faut vraiment accompagner le changement. Parce qu'il y a énormément de résistance, par contre. Voilà, parce que les gens se disent également, qu'est-ce que je perds? Par exemple, je suis sur un système d'informatisation et dans le circuit, dans la structure, il se trouve qu'il y a des endroits où les personnes, vous savez comment ça se passe, hein, en contact direct avec la clientèle, ils ont tendance à avoir des petits ristournes, voilà. Alors on va des bacs-chiches et tout. On ne va pas dire des bacs-chiches, les gens leur donnent des pourboires. Alors, quand on va tout informatiser, les personnes se posent la question tout de suite, mais qu'est-ce que ça devient? Je vais perdre une partie de mon revenu. Il faudrait qu'ils sachent ce que ça va, qu'est-ce qu'on leur propose à la place. Est-ce qu'il y aura des primes qui vont remplacer, par exemple? Ça, c'est quelque chose de pratico-pratique, mais bon, il y a beaucoup d'éléments également qui rentrent en ligne de compte. Et justement, dans cette lancée, là, parlons de l'attitude des différents agents qui accueillent le changement, pratiquement dans un organigramme où tout doit changer, comment les uns et les autres devraient se comporter. En général, au tout début, il y a vraiment panique à bord. Quand il s'agit de changement, il y a toujours panique à bord au début. Mais justement, on est là pour ça, pour rassurer. On est là aussi pour demander au top management de savoir se comporter parce que ça va beaucoup dépendre de leur manière de faire.
Et j'ai vu une situation très difficile où une entreprise a été rachetée par une structure étrangère. Donc il y avait changement de marque et tout le reste. Mais ils n'ont pas communiqué, ils n'ont pas accompagné le changement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens employés ont entendu dire qu'on ne voudra plus d'eux. Et ils ont commencé à se forger en poule de résistance. Il y a eu un bras de fer énorme et à la fin, ça a cassé. Ils ont été obligés de tous les licencier, tout simplement parce que leur changement n'a pas été accompagné. Et au départ, il était prévu de garder tous les employés de l'ancienne structure. Mais le changement n'ayant pas été prévu... Enfin, il n'y a pas eu d'information, ils n'ont pas été accompagnés. Donc, l'information, disons, les rumeurs ont pris le pas. Et quand il y a rumeur, chacun va dire ce qu'il a envie de dire. Et c'est ce qui a... Ça vient de la pagaille. Exactement. Merci beaucoup, coach Ina Mariam. À la vérité, au final, quand on écoute ce que vous dites, c'est que le changement, c'est un art. On ne change pas. La conduite du changement, c'est tout un art. C'est toute une philosophie à faire intégrer, que tout le monde puisse être au même diapason. Merci infiniment de nous éclairer là-dessus. Je rappelle, avec vous, nous parlions de la conduite du changement. Il est 6h26 pile. Nous sommes donc au terme de cet entretien avec coach Ina Mariam. À suivre dans Matin Bonheur, n'oubliez pas, nous allons parler de la sinusite, nous allons parler des prévisions météo avec M. Ferdinand Eclos. Mais maintenant, la météo. Nous sommes à la mi-temps de Matin Bonheur. Vous faites bien d'être avec nous. Mesdames, Messieurs, bonjour. La matinée sera humide sur les régions le long des côtes. Des réductions de visibilité seront produites par moments suite à la forte concentration des fines gouttes en suspension dans l'air. En allant à l'intérieur des terres, le ciel sera de moins en moins chargé de poussière. Les vents secs d'origine sahélien se maintiendront dans le nord du pays. À présent, les températures pour cette matinée, on notera 26 degrés de température maximale dans la ville d'Abidjan. On aura 25 degrés à Adiaké, 23 à Bandoukou. On notera 24 degrés pour 4 villes, Boaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa. On aura 20 degrés à Korogo, 22 degrés à Mans. Obdjéné observera 19 degrés. On notera 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou. Et enfin, on aura 24 degrés dans le district de Yamoussoukro. L'après-midi pourra connaître une densification nuageuse dans les régions forestières avec l'apport en air humide. Les vents océaniques favoriseront au fil des heures du réchauffement d'une des précipitations par endroits. Ces pluies sporadiques seront le plus souvent localisées sur le sud de la Côte d'Ivoire. Après ce temps, le ciel sera simplement nuageux dans les régions du sud et de la bande centrale. On y va pour les températures de cet après-midi. On aura 30 degrés à Abidjan comme à Adiaké, 36 degrés dans la ville de Bandou. On notera 35 degrés à Abouaké, 34 à Daloa, 36 degrés dans la ville de Dimbokro. On aura 34 degrés dans la ville de Gagnoa. La ville de Korogo observera 35 degrés, 32 degrés sera observé dans la ville de Mans, 36 à Odiéné, 31 à San Pedro, Sassandra et Tabou. Et enfin à Yamoussoukro, on aura 33 degrés. Mesdames, Messieurs, merci et très bonne journée à vous. Madame, Monsieur, bienvenue dans le point de l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. Au Nigeria, une cour de justice a rejeté hier le recours intenté par le président de la Cour suprême, accusé de fraude et suspendu de ses fonctions par le président la semaine dernière, à moins de 3 semaines de la présidentielle. L'opposant mauritanien Biram Ould Dahabed a annoncé hier qu'il se présenterait à l'élection présidentielle prévue en juin
alors que le pouvoir a confirmé la probable candidature du ministre de la Défense, Mohamed Ould Cheikh, après 2 mandats de Mohamed Ould Abdelaziz. Au Gabon, 2 semaines après la prestation de serment de l'ancien gouvernement, un réaménagement vient de s'opérer. Le ministère clé de la Défense a changé de main. Étienne Massar Kabinda est remplacé par la maire de Libreville, Rose Christiane Oussouka. Autre changement de portefeuille, Biandi Maganga, fils du vice-président Pierre Claver Maganga, retrouve le ministère de l'Agriculture qu'il avait cédé 2 semaines auparavant à Ali Akbar. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo a indiqué hier avoir été sollicitée par les autorités pour contrecarrer un projet de déstabilisation du Rwanda voisin par des rebelles Hutus rwandais qui ont quitté la province du Nord Kivu vers celle du Sud Kivu dans l'est du pays. Khartoum annonce la libération de toutes les personnes détenues depuis le début du mouvement de contestation contre le président Omar el-Béchir. Selon des ONG de défense des droits humains, plus de 1000 manifestants, leaders d'opposition, militants et journalistes ont été détenus par le Service national du renseignement et de la sécurité, organe qui mène à la répression depuis le début des manifestations le 19 décembre dernier. Je vous amène à présent dans les rues du Caire, en Égypte. Outre les embouteillages monstres, la pollution atmosphérique et l'omniprésence des déchets ménagers, les chiens errants représentent un véritable défi pour les autorités. Le Caire, mégapole surpeuplée d'environ 20 millions d'habitants, il faut le rappeler. Et voilà qui marque la fin de ce point consacré à l'Afrique. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je serai avec vous à 7 h. Merci Régis. Et la fin de ce JT marque le début de notre prochain entretien avec M. Akichi Roger de la Najed. Il est directeur de la communication et des affaires extérieures. Pour être plus précis, on parle toujours de gestion des ordures ménagères sur le territoire ivoirien. Bonjour à vous. Bonjour Alix, bonjour Marco. Objectif 2019 à 2020, Abidjan doit être un modèle de métamorphose pour son cadre de vie. De quoi s'agit-il exactement? Alix et moi, quand on vient comme ça, on scrute, on regarde. Surtout Alix, elle a 4 yeux. Elle va dans tous les endroits, là, au marché de Cocovico, à Belleville, elle est partout. Elle m'appelle Marco, mais on le reçoit là, il faut qu'on en parle. Allez, on en parle aujourd'hui. Allez, ça avance? Là, je vous mets au défi. Là. Je vous mets Attention au défi. De nous défier. On a des images. Je vous demande de nous montrer les images. On a des images. Je vous image parce que nous avons un retour. Nous avons un retour des populations. Non, on vous chahute, on vous fait confiance. Nous avons un retour des populations qui est positif et nous pensons que les Ivoiriens sont en train de créer vraiment cette métamorphose-là. Abidjan va devenir d'ici peu, nous avons dit 2020, sur la route de l'émergence, nous allons avoisiner Kigali. C'est sûr et c'est certain. L'État a fait sa part, c'est aux Ivoiriens, aux populations maintenant, d'emprunter le train de la propriété. À côté de ça, on a envie d'ajouter un Yes Weekend. Alors, le message qu'on leur adresse toujours, c'est lequel? Mais c'est toujours le même message. Par exemple, vous avez ce premier samedi de ce mois, tout le monde doit sortir pour balayer les rues, pour nettoyer devant les maisons. C'est l'opération Grand Ménage. Ça se fait dans tous les pays. Au Rwanda, qu'on aime bien citer, c'est le dernier samedi des mois. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons décidé que le premier samedi, nous devons tous sortir pour nettoyer aux alentours de nos maisons, nettoyer les caniveaux. Nous devons le faire. Et c'est à ce prix seulement que Abidjan pourra rivaliser avec les autres capitales. Est-ce que ça marche, ça, le reménage? Est-ce qu'il y a toujours l'engouement du début? Parce qu'on se connaît entre nous ici. On commence fort et puis après... On commence en fanfare, on finit en flûte. Bon, ben, je pense que nos autorités prennent la pleine mesure du grand ménage et nos élus dans les villes de l'intérieur, nous les saluons au passage, les responsables administratifs qui prennent à bras le corps cette activité du grand ménage qui consiste à rendre les rues propres, les caniveaux, à curer les caniveaux, à rendre aux alentours de nos maisons propres, même à l'intérieur de nos maisons. Et ça doit être un réflexe pour tous les Ivoiriens de s'approprier cette activité du grand ménage. C'est seulement en respectant cet ensemble d'éléments que nous pouvons tourner la page des années 50 jusqu'à maintenant, où les Ouglouman aimaient bien chanter que Abidjan ne sentait pas bon aujourd'hui. Ah non, je suis désolé, dans les années 50-60, Abidjan était propre. Ouais, je veux dire, depuis presque 50 ans, aujourd'hui, je crois que c'est chose faite
Vous pouvez respirer un air frais à Abidjan aujourd'hui, sans pourtant nous le cacher. Vous le voyez sur les images. Nous avons tourné la page d'une gestion archaïque. Nous sommes aussi dans une gestion moderne. Le jour où Alix et moi, on pourra marcher la main dans la main sur le Nangui à Brogoua sans problème, là, on va vraiment pavoiser. Pour le moment, il y a du boulot. Écoutez, le Nangui à Brogoua, ce n'est pas un endroit de plaisance, c'est un marché. Ça pourrait l'être, hein. Ça pourrait l'être, il y a des marchés dans le monde entier, il y a des marchés qui sont des coins touristiques. Il y a des marchés touristiques, puis il y a des marchés où on va acheter les légumes. Mais l'apanage des marchés, ce n'est pas forcément d'être désordonné, ça peut être un marché glamour. Oui, bien sûr. On va se promener, pas forcément pour acheter des choses. Évidemment, nous allons y arriver. Voilà. Nous allons y arriver. Il y a 50 ans, à Nangui à Brogoua, on pouvait se promener tranquillement, mais à 50 ans, bien garé, à la sécurité. On n'était pas à 7 à 8 millions d'habitants à Abidjan. Bah oui. Gouverner, c'est prévoir, heureusement. Alors, parlons toujours du concept de l'opération Grand Ménage. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore entendu parler de cette nouvelle manière de rendre propre son environnement. Chaque samedi, on peut encore davantage leur donner d'informations. Écoutez, comment ça se passe. Monsieur Alix, c'est chaque premier samedi de tous les mois. Et ça fait déjà presque 2 ans. C'est en simultané sur tout le territoire. Sur tout le territoire, même dans les villages. C'est le lieu de rappeler à nos têtes, à nos chers du village que la propreté, c'est partout. C'est vrai que dans les villages, ils sont très propres. Les villages, ils sont déjà très propres. Maintenant, la question, pourquoi quand ils arrivent en ville, ils ne veulent pas venir avec cette culture de la propreté. C'est le changement. Voilà. Ce sont les citadins, c'est pas eux. Et bon, nos parents au village sont très propres. C'est une culture inouïe de la propreté. Mais effectivement, il faut voyager avec cette culture. Il faut venir en ville avec. Vous savez qu'à Abidjan, c'est la porte d'entrée. Vous ne pouvez pas être à Abidjan et puis jeter les ordures un peu partout. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire la rupture avec l'ancienne gestion. Nous sommes dans une nouvelle gestion des déchets, la modernisation, comme vous le voyez. Et donc, nous demandons aux Ivoiriens d'emprunter le train de la modernisation. Alors, est-ce qu'on peut essayer de lister un peu quels sont les bons gestes que vous attendez des Ivoiriens? Écoutez, les bons gestes, d'abord, concrètement, c'est de bien emballer les ordures. Surtout, avoir la culture d'utilisation des sacs poubelles. D'accord. Sortir les ordures aux heures indiquées par les opérateurs. Pour l'instant, nous avons dit entre 17h et 21h et entre 5h et 6h du matin. Officiellement. Au-delà de ces horaires, vous avez l'obligation de garder vos ordures chez vous à la maison. Bientôt, il y aura la répression. Si vous sortez vos ordures en dehors de ces heures qui sont indiquées, vous allez être réprimé. Donc, s'il n'y a pas un peu de cohésion, nous n'allons pas arriver à cette métamorphose. Donc, il faut d'abord bien conditionner les ordures, avoir des poubelles avec des couvercles. C'est important pour éviter les mouches et surtout les animaux domestiques errant un peu partout. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, M. Akichi, j'aimerais vraiment insister encore sur cette opération-là, parce qu'on a tendance à dire que l'habitude, à force de pratiquer, ça deviendra une seconde nature. Alors, pour l'opération, comment les gens s'organisent? C'est la NAGED qui vient avec le matériel, ou bien ce sont les syndics? Bon, c'est le ministère de l'assainissement et de la salubrité. Madame le ministre se déplace, elle va à San Pedro. San Pedro, qui est une porte d'entrée aussi, qui est un pôle économique. Donc, nous saluons toute la grande population de San Pedro pour dire que l'opération Grand Ménage a son point de mire dans la ville de San Pedro, mais c'est en même temps, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est toutes les grandes villes, c'est Abidjan, c'est tous les quartiers. Ce sont aux élus d'organiser des opérations. Ce n'est pas au gouvernement d'acheter des balais ou des râteaux pour donner aux gens. Il faut que les gens s'organisent. La propreté, c'est une affaire individuelle, même si elle est collective, parce que nous vivons dans un environnement, mais c'est aux Ivoiriens d'avoir leurs poubelles, de sortir, de balayer, c'est aux associations de jeunes de s'organiser, les leaders d'opinion, les associations de femmes, les responsables des quartiers, les CDQ, les syndics, de prendre à bras le corps cette opération du grand ménage pour que Abidjan puisse respirer, Côte d'Ivoire, un air frais. Abidjan, c'est en train de se métamorphoser. Les autres villes de l'intérieur vont prendre le train en marche et puis on sera heureux de vivre d'être Ivoirien, un Ivoirien nouveau. C'est le deuxième mois de l'année, nous sommes en février, qui s'annonce à partir de demain. Est-ce qu'on a des objectifs qui vont être vus à la hausse ou bien on a, j'imagine, à la NAGED, chaque mois à sa réalité? Au niveau de la NAGED, c'est vraiment le déploiement total de nos opérateurs dans l'ensemble des quartiers du district autonome d'Abidjan. Tous les jours. Voilà, c'est ça qui est notre objectif. Parce que vous savez, Alice, Marcelin, Abidjan est une agglomération qui s'agrandit de jour en jour. Il y a même des cités qui existent qui ne sont même pas cartographiées. Et donc, oui, donc c'est le lieu de l'indiquer. Hein. Bon, souvent, les gens nous appellent, nous disent, bon, on n'a pas encore vu les opérateurs, mais il y a une mise à jour qui est en train de se faire.
Nous leur demandons ça doit être un casse-tête au quartier général de la Nagette, des fois. Oui, mais on ne vient pas dormir dans la salubrité parce qu'on en produit chaque jour. La bonne gestion des déchets, c'est de ne pas en produire. Peut-on vivre sans produire les déchets? C'est impossible. Donc, on ne dort pas. On dort pas. Et le relais, c'est toujours les populations. On les invite donc aussi à participer, à prendre leur c'est une politique pour laquelle les populations sont obligées d'accompagner l'élan du gouvernement afin que nous puissions arriver à l'élément zéro déchet dans les rues. Alors, les leaders d'opinion que vous rencontrez, comment ils appréhendent cette nouvelle manière de gérer les déchets là? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain? Effectivement, ils insistent beaucoup sur l'aspect coercition. Surtout réprimander ceux qui ne veulent pas accompagner cette nouvelle politique. Sinon, le retour est positif. Vous ne pouvez pas voir des engins qui viennent d'arriver de dernière génération, des ouvrages modernes, la fermeture de la déchetterie d'Akwedo, la construction d'un centre de valorisation et d'enfouissement technique, des centres de transfert, des centres de groupage. Vous ne pouvez pas avoir tout cet ensemble-là et dire que vous n'allez pas être content. Effectivement, les Ivoiriens sont très heureux, les leaders d'opinion. Vraiment, ils nous demandent que cette action-là, cette politique puisse perdurer dans le temps. Et nous pourvu que ça dure. Nous sommes au défi pour dire que nous ne pouvons pas faire marche arrière. L'État de Côte d'Ivoire est dans une lignée où nous continuons à ce que la Côte d'Ivoire, Abidjan, devienne vraiment une capitale moderne qu'on pourra citer comme on cite Kigali, comme on cite Nairobi, voilà. Alors, M. Akichi, on vient de voir à l'instant, à l'image, on a eu un schéma, un tableau comparatif de l'ancien mode et du nouveau mode, c'est-à-dire que maintenant, on ne devra plus voir ce genre d'engin à bras, voilà, à gauche. C'est le nouveau schéma qui est là maintenant. Donc, in fine, vous n'allez plus les voir. D'accord. Voilà. Là, nous disons aux Ivoiriens qu'il y a quelques petits poches. On les voit un peu, oui, voilà. Vous savez qu'on ne change pas les habitudes du jour au lendemain. Voilà, les habitudes. Il y a des habitudes tenaces. Hein. Tenaces, et souvent ici, bon, c'est le lieu de rappeler, hein, il y a certains responsables de quartier qui empêchent nos opérateurs d'avoir accès à leur cité. Ah oui, il faut leur parler. Voilà, nous leur demandons vraiment d'être indulgents. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Pour nous, c'est la protection surtout de ceux qui travaillent dans ce milieu. Mais la réticence, elle est due à quoi? Souvent, ils pensent que la présence des opérateurs peut-être va empêcher ces jeunes-là de ne pas avoir du travail. Nous disons que c'est faux. Ah, ok. Nous disons que c'est faux. Ils sont intégrés dans le projet. Monsieur Akichi, cette histoire de prendre de l'argent, les syndics, là, ça doit cesser, non? Nous sommes à la suppression. Nous sommes à la suppression. Oui. C'est vrai, ça doit cesser. Nous sommes à la suppression du double paiement. Le double paiement, c'est-à-dire? Double paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question de payer des précollecteurs. Franchement. On ne paye plus les précollecteurs. Déjà que... moi, ils sont venus chez moi, je leur ai dit, ah non, je ne peux plus payer parce que M. Akichi m'a dit de ne plus payer. Ah oui, c'est ce que moi aussi j'ai répondu. Hein. Voilà. C'est votre nom que j'ai donné. Suppression, j'en endosse, suppression du double paiement. Donc c'est le lieu, si vous ne voyez pas les opérateurs dans vos quartiers, appelez les numéros de réclamation. 2000, 1000 francs, c'est combien? 3000, 3000 des fois, 1500, c'est fini ça. Normalement, c'est fini. Les Ivoiriens ne paieront plus 2 fois. Et la seule fois, c'est où? Et comment ça se passe? La seule fois, c'est la taxe dans les ordures ménagères sur les factures. Sur les factures. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, on ne paye plus 2 fois. On ne paye plus 2 fois. Donc, si, mesdames et messieurs, nous, à Matin Bonheur, à RTI, c'est pratique. On est clair. Si vous constatez que quelqu'un a payé avec des preuves, appelez-nous. On ne va même pas se gêner pour vraiment parler de ça. Parce qu'à Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de la réalité, des choses vraies. On n'est pas dans les contentions, nous ne sommes pas dans les contentions inutiles. En même temps, nous demandons... Il y va de la sécurité, de la santé aussi. Voilà, nous demandons à tous les habitants qui estiment que les nouveaux opérateurs ne sont pas dans leur quartier de nous appeler, de nous interpeller pour que nous puissions essayer de les identifier. Donc aujourd'hui, nous disons suppression du double paiement. Surtout, rien ne doit être payé aux nouveaux opérateurs. L'État a suffisamment fait des efforts pour que sur la facture, ce soit quand même allégé. Ah oui. Même si on peut faire mieux, diminuer encore, mais bon, pour le moment, c'est bon. On a un environnement sain. Les numéros, Alex va vous les communiquer avec sa belle voix. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc, pour toute réclamation, il faut joindre le 47 14 0000, le 01 20 0000 et le 56 50 0000. Voilà. Merci. Avec une voix comme ça, vraiment, il faut appeler. Il faut appeler. C'est quoi 00 0000. Nous saluons la population de San Pedro et que toute la population soit population grand ménage à San Pedro à compter de ce samedi. Merci beaucoup à vous. Allez, samedi, tous. Christelle Akoussa, la réalisatrice, a déjà son jogging.
Anne-Zelika Eoura, donc elle, c'est une sportive dans l'âme. Elle a déjà sa pelle. Tout le monde. Grande joueuse de handball. Grande joueuse de handball. Et puis voilà, tout le monde. Alix aussi a sa tenue sexy pour. Pom-pom girl. Voilà. Maintenant, moi aussi, moi, je serai dans le tracteur qui va convoyer tout. Voilà. Merci d'être à ma témoignage. Le rendez-vous de la bonne humeur, les 6h45. Un petit no comment. Et puis on se retrouve juste après, mesdames et messieurs. Aller dans l'espace pour ses loisirs, un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité. Aujourd'hui, la conquête du marché du tourisme spatial est dominée par 2 entreprises privées américaines. Virgin Galactic, fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, et Blue Origin de Jeff Bezos, patron d'Amazon. Dans les 2 cas, pas de promenade prévue autour de la Terre, mais une propulsion à plusieurs kilomètres d'altitude pendant quelques minutes. L'objectif, frôler la ligne imaginaire marquant le début de l'espace, la ligne de Kármán, à 100 km. C'est là que le ciel s'assombrit et que la courbure de la Terre apparaît clairement. Chez Virgin Galactic, 6 passagers s'installeront à bord du Spaceship Two, attaché sous un avion porteur. Une fois largué à une altitude de 15 000 mètres, le vaisseau allumera sa fusée, direction le ciel. Là, les passagers flotteront en apesanteur plusieurs minutes, puis atterrissage sur le spatioport dans le désert de Mojave du Nouveau-Mexique. Prix du ticket, $250 000. Chez le concurrent, c'est le New Shepard, système ressemblant aux fusées traditionnelles qui transportera une capsule pour 6 passagers. Après le lancement, la capsule propulsée à Mach 3 continuera sa trajectoire pendant que la fusée redescendra sur Terre. Les passagers pourront se lever et profiter de la vue à travers les hublots quelques minutes, puis la capsule retombera à la verticale vers la Terre. SpaceX et Boeing envisagent de transporter des touristes pour amortir les investissements consacrés à la capsule de transport des astronautes de la NASA à partir de 2020. La société américaine Orion-Span envisage une station spatiale pour des séjours touristiques à partir de 2022. On y va pour nos vacances Ah oui, volontiers, on ira, on va laisser la Terre en bas et puis on ira dans l'espace pour... le testament d'abord. Mais oui, pourquoi pas. Un mot de Zaro. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs. Alix, là, ça fait plaisir d'être avec vous, Alix. Je ne peux pas imaginer. Partagez. On va parler donc de la météo maintenant. Voilà, toujours on se demande, mais comment ils font les prévisions? Oui. Et je parle en connaissance de cause, hein, parce qu'on dit que les présentateurs météo sont les plus grands menteurs. Mais bon... Ce que je dénonce, je pense que c'est la vérité, c'est une science. Et nous avons le grand plaisir d'avoir une personnalité de ce milieu-là, de la météo, qui nous donne des informations au quotidien. Donc, avec qui on va parler dans quelques secondes seulement. C'est tout simplement M. Ferdinand Eclou, chef service prévision générale et météo marine de la Société d'exploitation de développement aéroportière aéronautique météo Sodexam. En clair, c'est ce qu'on appelle chaque fois inévitablement pour donner les prévisions météo, que ce soit à la radio, à la télé, partout. C'est le passage incontournable. Bonjour, M. Claude. Bonjour. Bonne année 2019. Merci. À quelle sauce météorologique serons-nous mangés en cette année 2019? En ce début d'année, oui. Oui, je pense que déjà, vous avez une idée. Voilà, avec le temps que nous avons actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on suit le temps. Oui, c'est vrai. Actuellement, nous sommes de plein pied et de plein fouet dans l'harmattan, mais qui va finir bientôt. Mais déjà, pourquoi les prévisions météorologiques, de manière générale? De manière générale, on pourrait dire les prévisions météorologiques, parce que chacun, à tout niveau, voudrait savoir le temps futur. C'est pour cela que l'agriculteur, à son niveau, avant de jeter les grains, va se demander s'il va pleuvoir, parce qu'il ne souhaiterait pas qu'il y ait des séquences sèches ou bien des jours sans pluie pour éviter de perdre ses grains. Vous prenez par exemple le blanchisseur, avant de faire la lessive, il verra si après avoir lavé ses habits, il ne va pas avoir une pluie. Donc il y a tout ça. Vous prenez par exemple les grands travaux, avant de faire le coulage, le bitumage et autres, ils vont chercher à voir le temps qu'il fera. C'est à tous les niveaux, nous avons besoin de la prévision. Même vous, pour pouvoir venir tranquillement ici, vous avez dû consulter la météo pour voir si le temps est favorable pour que vous puissiez vous déplacer. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux. Chacun de nous a besoin de la météo avant de commencer son activité. Monsieur Clou, petite question historique. En quelle année on a eu les premiers relevés météo dans notre pays, en Côte d'Ivoire? Les premiers relevés météo datent des années 1900.
Donc la première station était à Séguéla. 1910. Oui, non, 1900. 1900. Voilà, donc c'était les stations coloniales. Donc ces stations, la première était à Séguéla. À Séguéla. Oui. Et c'était dans quelle optique? C'était à but agricole ou bien juste pour... Oui, bon, au départ même, la météorologie est venue un peu des marins. Puisque vous voyez, la mer est un milieu vraiment hostile. Donc, les marins se retrouvant confrontés des fois à des tempêtes, et vous êtes vraiment seul au monde quand vous êtes en pleine mer. Donc, c'est eux qui ont commencé les premiers tracés de cartes. Donc, en traçant ce qu'on appelle des isobars. Par isobar, il faut voir un peu des lignes d'égale pression. Donc, c'est parti en fait de là. Et après, il y a eu le relais qui a été fortement... À Séguéla, là? Non. À la base, à l'historique, voilà, la je genèse. parlais en Parce qu'il fait n'y a pas d'eau là-bas. Oui, non, je parlais de l'historique. Ce sont les marins qui ont vraiment vulgarisé la météo, histoire de se protéger face aux intempéries en mer. Donc après, sur le continent aussi, on a commencé à faire des relevés météorologiques et autres. C'est pour cela l'une de nos premières stations était à Séguéla. Donc c'était les colons qui avaient besoin de certaines informations sur la température, etc. Donc, pour mieux nous contrôler à l'époque. Aussi, soit dit en passant. Parce que la météo aussi, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est une arme de guerre. Ah oui, il faut savoir les temps et les atmosphères. Oui, alors, bien pour sûr. se maintenir toujours dans cet esprit studieux, comment s'effectuent les prévisions météorologiques, pratiquement? Pour les prévisions météorologiques vont se dérouler, je dirais, en 4 étapes. Vous aurez la première étape qui va consister en l'observation. C'est-à-dire cette observation, nous avons des stations météorologiques qui sont implantées un peu partout. Stations synoptiques. Voilà, des stations synoptiques. Donc, ces stations vont nous faire des relevés sur les températures, les pressions, les humidités et le vent. Mais il n'y a pas que ces stations-là. On aura aussi les images satellites. Donc, des satellites, des géostationnaires ou des satellites défilants vont nous donner des photos au niveau de l'atmosphère. Ça c'est une carte de prévision. Ce que vous voyez, ce sont des isobars. L'Afrique de l'Ouest. Voilà, par isobar, vous voyez, c'est des pressions, des lignes de pression. Donc, les prévisionnistes... C'est quoi une ligne de pression? Ça veut dire quoi? Bon, les lignes par ligne de pression, vous voyez, par exemple, quand je prends de l'autre côté, je vois 1026. C'est-à-dire la pression centrale là-bas a une valeur de 1026. Au niveau de la météorologie, on va parler de haute valeur. Donc ça sera ce qu'on appelle anticyclone. Par anticyclone, il faut voir une zone de haute pression. Donc cette pression, elle est vraiment élevée. Donc cela vous prouve que vous avez affaire à un anticyclone qui est localisé dans cette zone. Qui peut provoquer quoi? Voilà, la pluie, le soleil, la neige, quoi? Pour les anticyclones, au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest, nous serons gérés par 2 anticyclones. Il y a un, comme ce que vous voyez sur l'image, qui est l'anticyclone des Açores, et un autre qu'on va appeler, qui est l'anticyclone de Sainte-Hélène. Donc, en fonction des mouvements du Soleil, bon, c'est vrai que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais grosso modo, on pourra dire que quand le Soleil va dans l'hémisphère sud, il migre avec les saisons. Donc, quand il remonte dans l'hémisphère nord, il va migrer encore avec les saisons. Donc, ça sera ce conflit-là entre ces anticyclones qui vont déterminer les saisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Par exemple, pour cette image, ce que vous voyez là-bas, c'est des sorties de modèles. Donc, les sorties de modèles vont nous donner, grosso modo, la circulation des vents à ce qu'on appelle des points de grille. En fait, c'est un peu des points imaginaires où on va faire des extrapolations concernant les relevés météorologiques qui ont été effectués pour les insérer dans ces calculateurs. Donc, ça va m'amener... Bon, j'ai parlé un peu de l'observation qui était la première étape. Donc, la seconde étape, ça sera un peu l'assimilation des données. Qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons ce qu'on appelle des modèles météorologiques. Par modèle météorologique, il faut voir tout simplement un système informatique. Ça veut dire une application informatique extrêmement poussée pour pouvoir nous faire des calculs en un temps record. Avec des supercalculateurs. Voilà. Donc, ça nous amène un peu à parler des supercalculateurs. Oui, ça marche. Toujours? Oui, toujours. En fait, lorsque vous avez, par exemple, le supercalculateur qui va ingérer toutes ces données, il va nous faire sortir après ces données qu'on va regarder, grosso modo, qu'on appellera une prévision numérique. Parce que ça sera un peu chiffré avec des cartes, tout ça, qui vont sortir. Donc, ces cartes vont être analysées et interprétées par le prévisionniste. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un supercalculateur? Oui, la Côte d'Ivoire a un supercalculateur. On a un supercalculateur du côté de l'université.
d'Abidjan. Donc, il y a un supercalculateur. Donc, quand vous avez, par exemple, des informations, vous pouvez les ingérer dans ce calculateur-là et voir par la suite les informations qui vous sont données par ce supercalculateur. Mais ça peut donner le temps de plusieurs jours d'affilée, hein? Oui, bien sûr, parce que au niveau de la météorologie, il y a toujours ce compromis entre l'espace et le temps. Parce que si vous voulez, ce n'est pas tous les phénomènes que vous pouvez capter lorsque, par exemple, ces phénomènes sont très petits. C'est pour cela la prévision, elle est beaucoup plus juste lorsque l'échéance est proche. Puis, lorsque les échéances sont vraiment lointaines, c'est-à-dire en ce moment-là, des biais peuvent se glisser dans la prévision. Sinon, si vous demandez une prévision à un jour d'échéance, c'est beaucoup plus précis que demander la prévision pour une semaine après. Donc, c'est ce qui fait un peu la difficulté au niveau des prévisions. Alors, pourquoi des fois ça ne marche pas? Parce qu'on a vu, on s'en souvient encore de nos pluies diluviennes de juin de l'année dernière. Comment peut-on prévoir ce qui va arriver? Non, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Je dis, il faut voir toujours l'espace. Concernant les grosses précipitations, déjà à partir du mois de mars, la Sodexam avait annoncé que nous aurons de grosses précipitations en cette année. Donc, nous pouvons le dire pourquoi? Parce que nous avons des données de prévision qu'on va appeler des données de prévision saisonnières. Donc, ces modèles-là vont nous stimuler le temps qu'il va faire des mois en avance. Donc, c'est pour cela on était, je dirais, à l'aise de dire que cette année, nous aurons de grosses précipitations. D'accord. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Et à chaque fois, nous donnons des bulletins quotidiens. Donc, ces bulletins-là ont pour but de vous donner encore la dernière information que nous pouvons avoir concernant les sorties de modèles, concernant l'analyse aussi des images satellites et autres. Donc, en un mot, lorsqu'une prévision est donnée, nous ne nous arrêtons pas. Il y a toujours ce qu'on appelle la mise à jour. Vous creusez encore. Voilà. Parce que l'atmosphère évolue, il ne s'arrête pas. Donc, les nouvelles informations que nos satellites, les stations météorologiques vont relever, on va les ingérer à nouveau dans ces supercalculateurs pour pouvoir avoir... Il nous reste 3 minutes, on va profiter. Monsieur Iclou, dites-nous, est-ce que le temps au sud du Sahara, dans l'hémisphère sud, est difficilement maîtrisable par rapport au temps dans l'hémisphère nord? Oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fonction de votre position géographique, vous serez affecté par certains phénomènes météorologiques. Lorsque vous prenez les régions tempérées, ces régions sont intéressées par ce qu'on appelle des systèmes frontaux. Donc, vous avez là-bas des fronts froids, des fronts chauds. Et quand ces fronts-là vont se mélanger, on va parler de front occlus. Ce n'est pas la même chose. C'est comme quand vous prenez un cyclone. La Côte d'Ivoire n'est pas affectée par des cyclones. Cela est lié à notre position géographique. Donc, ces cyclones vont le plus souvent naître au niveau des côtes sénégalaises et aller vers les côtes américaines. Mais la Côte d'Ivoire n'a rien à craindre. Ce que nous avons pour les régions équatoriales, c'est ce qu'on appelle la convection diurne. C'est-à-dire, par convection diurne, il faut voir un peu ce qui se passe dans une marmite lorsque vous avez une marmite au feu avec de l'eau à l'intérieur. Une fois qu'on chauffe la marmite, vous avez des bulles qui vont commencer à se former et en ouvrant, vous voyez la vapeur. C'est le même processus qui va se passer au niveau de notre atmosphère. Lorsque le soleil va chauffer la Terre, on va avoir la vapeur d'eau qui va se condenser. Donc cette vapeur va monter dans le ciel. Et quand les rayons, les gouttelettes vont avoir un rayon suffisamment grand, elles vont précipiter. Voilà. Donc c'est un peu c'est ce qu'on a comme type de précipitation chez nous. Et les précipitations chez nous seront gérées par les flux de mousson et les flux d'harmattan. C'est-à-dire, c'est deux types de vents de caractéristiques vraiment différentes, puisque les flux d'harmattan seront des flux qui seront secs et les flux de mousson seront des flux humides. Donc, ces deux flux vont s'affronter. Et au niveau de cette ligne imaginaire où ces deux flux s'affrontent, on parle de front intertropical. Le FIT. Voilà, le FIT. Donc, au sud du FIT, c'est là que nous avons les précipitations. Au nord du FIT, on n'a pas de précipitations. C'est ce qui fait qu'au niveau du Sahel, lorsque le FIT est sur nous, il n'y a pas de précipitations. Et sur nous, nous avons des précipitations.
On aurait tant à dire, hein, parler notamment de la couche d'ozone et puis des répercussions aussi sur la destruction justement de cette couche d'ozone-là sur le temps. Mais bon, on a terminé, on se reverra, pourquoi pas la prochaine fois, avec beaucoup de plaisir. Pour l'heure, on a une réclame et puis Régis a son dernier flash intercellulaire. Bienvenue dans l'actualité internationale. L'Union européenne a refusé la demande de Theresa May de rouvrir les négociations sur l'accord du Brexit, s'alarmant des risques d'un retrait désordonné à 2 mois de l'échéance. L'accord de retrait reste le meilleur et le seul accord possible. L'accord de retrait ne sera pas renégocié, a déclaré hier le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le roi d'Espagne, Felipe VI, est arrivé hier en Irak pour la première visite d'un monarque espagnol en 4 décennies. Une visite au cours de laquelle il a rencontré les forces spéciales déployées dans le pays. Felipe VI a ensuite rencontré le président irakien Barham Saleh, dont le pays s'est proclamé fin 2017 vainqueur du groupe État islamique, mais où les troupes irakiennes et de la coalition internationale continuent de mener des frappes contre des djihadistes. Des partisans du président vénézuélien Nicolás Maduro disent qu'ils sont prêts à défendre leur pays de toute attaque, alors que des puissances étrangères telles que les États-Unis ont annoncé leur soutien à l'opposition à l'aube de manifestations de masse. Les autorités thaïlandaises ont ordonné hier la fermeture jusqu'à demain vendredi de centaines d'écoles de Bangkok, frappées depuis plusieurs semaines maintenant par un sévère épisode de pollution atmosphérique, une décision sans précédent dans l'histoire de la mégapole. L'enseignante mexicaine Yalitza Aparicio, nommée pour l'Oscar 2019 de la meilleure actrice pour le film Roma, affirme que le film et son succès montrent qu'en tant qu'indigène, je cite, « Vous avez les mêmes droits et les mêmes capacités que tout le monde et le même talent que tout le monde. » Des mots de motivation qui referment les portes de cette édition. Je vous laisse en compagnie de Alexis Marco pour la dernière ligne droite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à vous. Sachez qu'on est très motivés. Allez, on vous souhaite un très bon petit déjeuner. Merci. Bon appétit. Merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. En février, le mois prochain. Avec beaucoup de plaisir. Vous avez le bonheur de voir février au repos. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, d'être notre compagnie. Il est 7h passé de 3 minutes. C'est le Money Time de cette émission. Aujourd'hui, c'est santé. Vous le savez, c'est estampillé santé tous les jeudis. Nous allons parler de la sinusite dans un instant. La sinusite qui fait beaucoup de mal aux enfants, à toutes les classes de la société, à toutes ces personnes, des fois défavorisées du tissu social qui souffrent des affres de cette maladie. Que faire? Quelles sont les origines immédiates et lointaines de cette pathologie, vraiment qui fait de plus en plus peur? La thématique, on se retrouve juste après. Que la sinusite empêche souvent ces personnes atteintes de respirer normalement. Il y a le nez qui coule souvent, quand ça devient chronique, il y a le nez qui coule, il y a des saignements souvent au niveau des nez aussi. Et puis, bon, il y a les céphalées, il y a le mot Dieu. C'est une inflammation des sinus qui peut créer quelquefois des maux de tête, des éternuements, avec quelquefois des effets sur les yeux ou d'autres organes respiratoires. Les inflammations en otorhinolaryngologie et plus singulièrement celles concernant les sinus sont difficilement identifiables. Narines bouchées, difficultés respiratoires, mal de tête, démangeaisons au niveau des oreilles, perte de l'odorat, etc. La sinusite, ce n'est pas seulement lorsque le nez coule, mais c'est une infection qui se trouve au niveau des sinus. Les sinus sont des cavités à l'intérieur, dans l'épaisseur de l'os, qui communiquent avec les fosses nasales. Donc quand on est un peu enrhumé, il faut vite consulter son médecin pour ne pas que cela évolue vers une sinusite. Pour soulager des premiers symptômes de la sinusite, plusieurs pistes. Mais peut-on en guérir? Je n'ai jamais vu au fait quelqu'un qui a été guéri une fois de sinusite. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà. En tout cas, on fait le traitement, ça calme, mais ça n'arrive pas. Il y a une camarade même qui est décédée de ça. Voilà, elle est décédée à cause de sinusite.
avec la médecine moderne, on guérit de la sinusite lorsque c'est d'origine bactérienne, parasitaire ou mycosique. Mycosique, c'est des champignons. Donc il y a beaucoup de causes. Soit c'est des bactéries, on ne traite pas avec les antibiotiques, soit c'est des parasites, on peut traiter avec des antiparasitaires, soit c'est d'origine mycosique, c'est-à-dire des champignons avec des antifongiques. Dans ce cas-là, on guérit totalement quand on a bien suivi le traitement. Le recours aux plantes et aux huiles essentielles, une option qui semble avoir des résultats probants, contrairement aux préjugés défavorables. Chez nous, au centre, on traite un patient sur la base d'un examen, un blondeau ou un scanner qui prouve qu'il a la sinusite. Après le traitement, il fait un scanner ou un blondeau de contrôle. En général, la moyenne de guérison est de 10 séances. Je peux conclure, affirmer que la sinusite se guérit bel et bien avec les méthodes naturelles. Depuis que j'ai commencé le traitement avec les produits naturels, alors il faut dire que j'ai obtenu gain de cause. Voilà. Aujourd'hui, je suis guéri de la sinusite. Aujourd'hui, j'ai obtenu la guérison. C'est un traitement naturel. Et donc, moi, personnellement, ça m'a guéri, ça m'a soulagé. Et je peux même dire que c'est grâce à ce traitement qu'aujourd'hui, j'ai le sourire aux lèvres. Le Centre de naturothérapie spécialisé en sinusite, CNS Sinusite, est l'exemple de la collaboration réussie entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Et voilà plusieurs chapitres à décortiquer dans ce sujet-là, notamment concernant le diagnostic et le traitement de la sinusite. Mais on va démarrer par la genèse et savoir l'origine en compagnie du docteur Bini Kwaku, qui est chercheur également. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, quelle est l'origine ou quelles sont les origines de la sinusite? Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais évoquer 3 noms. C'est d'abord le professeur Yanni Angaté, Antoine, décédé en 2013. Voilà un médecin chirurgien qui, au départ, n'avait pas de considération pour la médecine traditionnelle et qui, vers la fin de sa vie, a été même président de Prometra Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Prometra, c'est la promotion de la médecine traditionnelle. Et donc, l'une de nos salles même porte son nom au niveau du centre de naturothérapie spécialisé en sinusite. Ensuite, c'est lui qui nous a vraiment encouragés à aller de l'avant dans cette prise en charge des malades atteints de la sinusite. Ensuite, nous avons le programme de promotion de la médecine traditionnelle qui, au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, s'occupe de l'identification et du suivi des tradipraticiens. Vous savez, dans ce domaine, il y a un peu de tout, il y a de faux, il y a de bons, mais il faut mettre de l'ordre et l'État a donc mis en place un programme qui est dans ce sens-là. Et ce programme nous encadre régulièrement, ce qui nous permet aujourd'hui de mieux connaître cette pathologie parce que, comme vous l'avez vu, dit, je suis anthroposociologue. Et donc, ce n'est pas mon domaine en tant que tel. Mais si nous voulons aller dans ce sens, il y a des consignes et ces consignes-là nous sont données par le programme. Ensuite, vous savez, le 21 décembre dernier, le ministre Eugène Akawele, à l'occasion des journées portes ouvertes de CNS Sinusite, a bien voulu participer, prendre part à cette cérémonie. Et c'est ce qui nous donne encore ce courage, cette force de nous présenter devant vous aujourd'hui, de parler de cette pathologie. Parce que lui-même, le 7 décembre, était allé à Korogo pour le lancement de la vaccination de la méningite. Ça, c'est l'une des complications de la sinusite. Et donc, le 21, il était avec nous. Tout cela pour dire que la santé des populations est un souci majeur. Et donc, nous voudrons, sur ce plateau, donc, lui dire vraiment merci pour cet accompagnement qu'il nous donne, pour ses conseils avisés. Lui est pharmacien, il sait que nous utilisons les plantes, c'est bien son domaine, et nous avons vraiment pris bonne note des conseils. Concrètement, quelles sont les origines? La sinusite, c'est quoi? Les origines immédiates, les origines lointaines? Bon,
les origines immédiates, lointaines d'abord, vous savez, la sinusite, c'est l'infection de la muqueuse qui est une sorte de tapis contenu aussi bien dans les fosses nasales que dans les fosses paranasales. Cette muqueuse, lorsque elle est affectée par, d'une part, les virus, les microbes, qu'on appelle les bactéries, l'allergie, mais plus encore, les abcès dentaires contribuent à la survenue de cette maladie. Et il faut dire qu'il y a 4 types de sinus, parce que nous parlons de l'infection des sinus. Il y a 4 types de sinus. Le sinus sphénoïdal, le sinus frontal, le sinus ethmoïdal et le sinus maxillaire. Et la douleur sentie par quelqu'un qui est atteint de cette maladie, de cette sinusite, est en fonction du lieu. J'ai dit tout à l'heure, il y a 4. Donc, les douleurs ne sont pas les mêmes en fonction du sinus infecté. Donc, ça, c'est des éléments qui surviennent à tout moment, parce que nous avons parlé de l'allergie. L'allergie, à tout moment, vous avez tout à l'heure présenté le ramassage des ordures, ça aussi, la pollution, c'est l'un des éléments aussi. Mais cette sinusite aussi, comme je l'ai dit, quand la dent, il y a un abcès dentaire, ce n'est pas au niveau forcément des fosses nasales, mais quand au niveau même de la dentition, si vous avez un abcès, cela peut aller vers de la bouche, vers le sinus maxillaire. Ah bon? Oui. C'est bon à savoir ça. Donc, il y a aussi l'aspect héréditaire, donc un peu lointain. Parce que c'est le père ou la mère a eu cette infection mal soignée. Parfois, ça peut être la grippe, ça peut être le rhume. Si cela ne sont pas bien traités, eh bien, nous allons voir l'infection des sinus. Et à partir de là, si les parents sont atteints, eh bien, par effet héréditaire, les enfants vont être atteints. Et il y a même chose curieuse, ça peut même sauter des générations d'enfants. De la première à la 5e génération, par exemple, vos enfants, ils vont tôt ou tard avoir les symptômes. Alors, il y a toute une complexité autour de cette maladie, notamment comment faire pour la diagnostiquer avec toutes ces données que vous nous apportez là. C'est au niveau des symptômes. Très bien. Quels sont les symptômes? Je dis que la survenue peut être causée par exemple, par la grippe, le rhume. Et puis bon, on en vient à la sinusite. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui frissonne, qui a froid, qui a une fièvre très élevée, 39-40 degrés, qui a une toux grasse, qui sent une certaine torpeur, une fatigue générale, des courbatures, tout de suite, je sais que ça, c'est une personne qui souffre de cette maladie qui est la grippe. Ça ressemble aux symptômes de la grippe. Hein? Ça, c'est la grippe. Mais ces complications au niveau de cette grippe vont aller jusqu'au niveau des otites, au niveau des bronches. Et donc, c'est un virus qui est à l'origine de la grippe. Mais il n'y a pas que ça seulement. Vous avez le rhume, beaucoup, c'est ce que les gens connaissent beaucoup, ou parfois on fait la confusion. Au niveau du rhume, vous avez la fièvre aussi, mais elle n'est pas aussi élevée. C'est une fièvre modérée. Mais la personne va avoir des problèmes, des difficultés à avaler quelque chose. Vous allez voir, les larmes vont couler. Un écoulement nasal clair. Ça peut s'expliquer, c'est d'origine allergique. Vous allez voir que l'écoulement va être
clair. Donc, quand vous voyez ces symptômes-là, vous savez que l'individu est enrhumé. Et il y a congestion, et il y a la glaire qui descend, qui n'est pas sale, qui est claire. Ça, vous savez que cette personne-là est enrhumée. Mais quand ce rhume n'est pas bien soigné, et qu'au bout de quelques moments, vous arrivez donc des fosses nasales, vous arrivez aux fosses paranasales, puisque entre le nez et les sinus, les deux se communiquent. Et dès lors que les deux se communiquent, parce que les sinus même, ça nous permet d'aérer la tête. D'abord, c'est des trous, et ça permet de faciliter l'air. Et les muqueuses même ont des cils vibratiles pour empêcher les impuretés, les saletés, les microbes et autres de pénétrer dans la tête. Et ces sinus-là, quand les fosses nasales, si on n'a pas pu arrêter les saletés et que ça va au niveau des fosses paranasales, vous avez la sinusite. Alors, docteur, pour récapituler, la sinusite a deux origines, si on vous comprend bien. Une origine allergique, rhinogène, on peut aller dans les détails, et puis une origine bactérienne. On parle de sinusite d'origine allergique, sinusite d'origine bactérienne, et aussi la rhinite aussi, tout ça. Oui. Vous avez, j'ai dit, il y a la sinusite d'origine virale. Et là, vous avez une pléthore de virus, surtout en ce qui concerne, par exemple, le rhume, jusqu'à plus de 200 virus. Et c'est pour ça que quand quelqu'un est enrhumé, s'il ne se soigne pas et qu'il tousse, parce que là aussi, c'est l'un des éléments, il y a une toux grasse, quand il tousse, automatiquement, il contamine les autres. De sorte qu'au moins d'une semaine, vous aurez un peu plus de 18 000 personnes contractées à partir de peut-être une seule personne. C'est pour cela que quand les gens éternuent, parce qu'il y a les éternuements, il faut un peu cacher le nez pour ne pas trop infecter les autres. Voilà. Parce que quand vous éternuez comme ça peut aller jusqu'à 6 mètres. Et donc tous ceux qui sont dans votre environnement, ils sont atteints. Donc, il y a donc l'aspect viral, bactérien, allergique. Mais je dis, l'abcès dentaire au niveau des dents, ce n'est pas forcément au niveau des fosses nasales, mais au niveau même des dents. Une dent mal soignée, une carie latente, peut provoquer la sinusite. Mais bien entendu, vous savez, selon l'OMS, une dent malade, c'est tout l'organisme qui est malade. Les dents, les poumons, les articulations, nous avons les nerfs, le cœur, les ganglions, les reins. Tout cela est affecté. Donc, ce sont ces... mais aussi, il y a une malformation de la paroi qui sépare le nez. Parce que s'il y a une déformation du pas, ça peut empêcher... Et cela peut être dû à quoi, notamment un accident ou Ça peut être dû à un accident. Par ça peut être dû aussi à naissance aussi. Donc, voici après, certains éléments, des signes qui montrent que nous pouvons avoir la sinusite à partir donc des virus, à partir des bactéries, des microbes, à partir des là-dedans. Mais de tout cela, c'est surtout l'aspect allergique. Il y a des gens, ils disent, ça fait longtemps que je suis enrhumé. Je suis tout le temps enrhumé. Je suis tout le temps enrhumé. Eh bien, à ce niveau-là, autant il y a la sinusite chronique et la sinusite aiguë, il y a une rhinite. La rhinite, ce n'est que l'infection du nez. Il y a une rhinite aiguë et une rhinite chronique. Si c'est chronique, ça fait normal qu'à tout moment, parce que souvent c'est chronique d'allure allergique. C'est-à-dire que c'est à partir d'une allergie. Mais si vous demeurez, certains tout à l'heure disent, bon, à partir des champignons et autres, on peut soigner, guérir. Mais si vous êtes dans le milieu
on va soulager, mais vous ne serez pas guéri. C'est ça au niveau de l'allergie. Justement, parlons du milieu. Là, ça va nous faire basculer puisqu'on a passé du temps dans le traitement. Il y a le milieu qui compte, notre environnement, nettoyer, la climatisation, dormir dans un endroit vraiment sain pour ne pas... Tout ça, mais parlez-nous du traitement, docteur. Quel est le traitement? Alors, on a parlé du diagnostic, des symptômes, maintenant le traitement. Comment on traite la sinusite de façon naturelle? Vous savez, du point de vue du traitement, nous avons expérimenté, parce qu'on peut utiliser des antibiotiques, des inhalations, des pulvérisations et tout. On peut aller aux antibiotiques, aller aussi également, quand cela s'avère nécessaire, à la chirurgie. Mais nous pensons que ce qui doit être privilégié, c'est le drainage. Donc, des produits à même de faire évacuer la glaire qui est contenue dans les cavités. Vous avez dit de ne pas utiliser des termes simples, mais dans les cavités, parce qu'il y a des trous au niveau du crâne, au niveau des os du crâne, de la tête. Ces trous-là, logiquement, doivent être vides. Mais compte tenu de la pollution atmosphérique et autres, il arrive que ces trous-là soient complètement remplis. Mais si c'est rempli, l'air ne peut plus passer, la tête n'est plus aérée, le cerveau n'est plus aéré. Vous savez que ces sinus, que ce soit le sinus frontal, ethmoïdal, ils sont en rapport avec les méninges. C'est pour cela que l'une des complications de la sinusite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la méningite. Et vous savez, en période d'harmattan, eh bien, le vent qui souffle, le vent sec qui souffle, va faire en sorte que les cils vibratiles, dans un milieu chaud, ne puissent plus travailler. Et donc, si les cils vibratiles qui sont les défenseurs de l'organisme, parce que si vous avez un organisme, votre système immunitaire est faible, mais là aussi vous êtes exposé à la sinusite aussi. Alors, docteur, quelles sont les indications précises pour pouvoir traiter? On a vu le milieu qui pourrait favoriser cette maladie-là. Quel est le traitement que vous opposez à tout ceci? Ce que je peux peut-être dire que c'est des propositions. Oui, des propositions, c'est comment prévenir la survenue de cela. Mais il faut dire que, compte tenu des virus, des microbes, c'est difficile de prévenir la survenue de la sinusite. Mais on peut dire que il faut soigner, si vous savez l'élément allergène, ce qui fait que votre corps réagit. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas des produits chimiques, qui ne supportent pas des parfums, même si c'est de bons parfums qui coûtent cher. Je suis allergique au déo. Ouais. Il y en a qui ne supportent pas l'eau glacée. Ça fait mal aux dents. Alors quand c'est comme ça, il faut éviter, il faut éliminer tout ce qui peut être source. Docteur, une question qui nous vient. Est-ce que le fait de faire régulièrement ces vaccins contre la grippe peut nous éloigner de la sinusite? Et la méningite aussi. Si, en matière de prévention, oui. Si vous faites tôt, ça peut aller. D'accord. Mais c'est pour cela qu'il faut détecter. Quand vous avez les symptômes, il faut tout de suite aller voir le médecin. Peut-être qu'il peut avoir d'autres choses encore. C'est parce que parfois, il y a des gens qui ont des corps étrangers qui rentrent dans les narines, mais tu ne vas pas donner tout de suite un antibiotique. Il faut voir au niveau, parce que parfois, c'est une narine qui est bouchée. Mais il faut voir, il faut faire l'examen. C'est pour tout cela que nous, au niveau de cette sinusite, nous faisons d'abord les radios pour savoir quels sont les sinus qui sont. Il y a aussi ce qu'on appelle le blondeau. Oui, il y a le blondeau, qui est la radio de la face, mais qui ne nous permet pas de voir le sinus phénoïdal, qui est un peu en arrière. Mais vous avez aussi, quand ça ne va pas, quand le médecin considère que votre mal est assez approfondi, on peut vous demander de faire le scanner. Mais quand on veut maîtriser la chose, qu'on sent que le scanner n'a pas donné satisfaction, il y a l'IRM, qui est beaucoup plus
l'imagerie par résonance magnétique qui nous permet de mieux cerner votre mal. D'accord, docteur. Alors, on a aussi des personnes qui sont asthmatiques, donc terrain allergène. Elles sont plus exposées à avoir la sinusite que d'autres personnes ou qu'est-ce qui favorise? Bon, il faut dire que les diabétiques, les personnes diabétiques sont exposées. Parce que leur système immunitaire est faible. De deux, il faut une alimentation saine. Ce n'est pas toujours évident. Il faut faire du sport, ce n'est pas toujours évident. Alors, quand c'est comme ça, les personnes, et ces personnes-là, sont très exposées à la sinusite. Docteur, une question toute dernière, avant-dernière, on s'est jamais les 25. Dites-nous, concrètement, on passe le plus de temps dans nos chambres. Il y a la climatisation, il y a l'humidité, il y a la poussière parfois. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être un peu éloigné de la sinusite? Aérer, ouvrir au moins une fois sa chambre, ou bien, je sais pas, des conseils pratiques? Oui. Vous savez, il y a des micro-organismes, les acariens, qui vont aller dans les lits, les matelas, oui. les matelas, les rideaux, les ventilateurs, les moquettes. Et pour tout cela, si vous ne pouvez pas entretenir ces moquettes, ces objets que vous avez, parce qu'il y en a, quand ils mettent le clim, ils sentent tout de suite un malaise. Alors, il faut couper. Mais pour ce qui est des ventilateurs et autres, il faut carrément, si tu ne veux pas nettoyer, il faut supprimer. Tout le monde rit, il fait chaud des fois. Donc il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Mais il faut nettoyer avec des produits vraiment licites qui ne vont pas provoquer d'autres pathologies aussi. Parce qu'il y a des produits qui... Mais c'est ça, mais bien entendu, tout ça, tout est fonction de l'organisme de l'individu aussi. Absolument. Alors, l'idéal, c'est quoi? Nettoyer sa chambre une fois par jour, sans produit ou bien de façon normale. Bon, parce que c'est là-bas qu'on passe le plus clair du temps. Il faut tout ce qui peut amasser la poussière, il faut faire en sorte que ce soit très propre, régulièrement. Et aérer, parce qu'il faut vraiment aérer la maison. Beaucoup d'aération, c'est ça la clé. Beaucoup d'aération, très important. D'accord. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir de rester avec vous et de parler. Vous êtes une fierté pour le pays. Récemment, le ministre de la Santé est allé vous visiter. Ça fait plaisir de savoir que des gens viennent de l'extérieur du pays pour visiter votre centre. Je rappelle, à base de produits naturels. C'est une grande fierté pour la Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés, soyez-en félicités. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Alix, ça c'est fini. Ben oui, c'est terminé. Donc, on va vous inciter tout simplement à respirer. La vie est belle et puis prenez soin de vous. Merci à Fadi Wax pour la tenue. On se voit demain.